Quelqu'un qui n'a jamais importé des équipements de laboratoire, lui il a l'habitude d'importer des mobiliers de maison, il dit non, que lui aussi il s'intéresse aux équipements de laboratoire. Alors, parce que vous n'avez pas des filtres que vous avez mis dans le DAO pour dire seulement ceux qui ont l'expertise dans le domaine des équipements de laboratoire. C'est-à-dire que tout le monde peut venir. C'est normal, traiter tout le monde en pied d'égalité. Mais vous savez ce que vous voulez. C'est-à-dire que ne permettez pas à quelqu'un qui importe des mobiliers de maison de venir dire qu'il va importer des équipements de laboratoire. Mettez des filtres, ce qui élimine, qui réduit la masse qui va s'orienter vers vous. Partout il y a marché, il y a argent. Donc moi-même qui suis là, j'ai besoin d'argent, plus que le camarade. Donc il y a ce paramètre qu'il faut. Maintenant, lorsque les autres sont évalués, on a dit ce sont les prix d'abord, pour ce qui est des équipements et des travaux. Pour ce qui est de la prestation intellectuelle, très souvent c'est basé sur la qualification du consultant. Et là aussi, on a donné un exemple sur l'informaticien, comment filtrer cet ensemble, ce processus pour vous permettre juste de vous retrouver avec ce qu'il vous faut, pas plus que ce qu'il vous faut. Ok? Bien. Une fois cela est fait, vous avez une commission qui ouvre en public et vous avez une sous-commission qui évalue techniquement. Les gens là sont tirés de la commission principale. Ce sont les hommes du domaine qui doivent se retrouver et travailler sur la conformité. Là, le travail consistera par exemple à reprendre tout ce qui est calcul. Après avoir vérifié la conformité de l'entreprise sur le plan de la réglementation en vigueur, une entreprise par exemple qui ne paye pas des impôts n'a pas droit à un marché de l'État. Une entreprise qui n'a pas arrêté ses travailleurs alors qu'il en a à la Caisse nationale de sécurité sociale n'a pas droit à un marché de l'État où l'État est impliqué. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il faut vérifier la conformité de toute la documentation de l'entreprise, si elle est en règle ou pas, avant de continuer. Parce que si elle n'est pas conforme, c'est éliminatoire. La seule chose qu'on peut faire, on peut le demander, ah, le document là n'est pas à jour. Tu es à jour? Oui, alors envoie le document à jour. On envoie ce document. Là, la commission a été clémente. Mais à défaut, on dit non, quitus fiscal, il n'est pas à jour. C'est éliminatoire. On le met de côté. Donc il faut que les entreprises soient en règle vis-à-vis de toute la législation pour compétir par rapport au marché de l'État et des bailleurs de fonds. Toute entreprise qui ne peut pas se permettre de payer, d'être en règle, payer les redevances, ce qu'il doit vis-à-vis de l'État, ne doit pas avoir le marché de l'État. Donc la commission évalue tout le contenu, puis après il rentre en profondeur encore. Il recalcule tous les montants à l'intérieur. Parfois il y a tout le temps des erreurs. Le montant qui est mentionné comme le chiffre global, parfois ça diminue, parfois ça augmente. Mais il faut tout reprendre en termes de calcul. Après, vous rentrez dans les équipements par exemple, dans les spécificités de chaque équipement. Oui, parce que par exemple, lorsque vous voulez avoir des ordinateurs, vous n'allez pas dire que vous voulez des ordinateurs Dell. Ce que vous pouvez faire, c'est de dire quelles sont les caractéristiques des ordinateurs que vous voulez. Mais quand vous dites Dell, ça veut dire que Toshiba ou Hitachi n'a plus le droit de compétir. C'est de la discrimination. Et ce n'est pas permis par les bailleurs. Parce que derrière les bailleurs, il y a des acteurs économiques. Peut-être la Banque mondiale a quelqu'un qui est très actif ou un État, parce que les États défendent leur industrie. Dell, c'est américain. Donc si on privilégie un autre fabricant d'ordinateurs au détriment de Dell, c'est-à-dire que les États-Unis se retrouveront victimes de discrimination. Ce qui fait qu'on dit il faut mettre tout le monde au même pied d'égalité. Vous n'allez pas me parler d'ordinateur Dell. Vous voulez un ordinateur qui a une capacité de ça. Le disque dur, 1 Tera, la RAM, 16 Go, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce que vous pouvez faire. Les dimensions et puis les cartes graphiques. C'est ce qu'on peut faire. Mais de là à penser qu'il faut donner un nom, c'est interdit. Donc l'évaluation continue comme ça. Techniquement, on évalue les spécificités, c'est parfait. Ainsi, on fait un classement. Le premier, le deuxième, le troisième. Là, on a dit de faire l'économie, mais l'efficacité aussi.
L'économie, c'est de ne pas penser à dépenser parce que l'argent est disponible. L'argent là, une partie peut servir à autre chose si on fait correctement le travail. Mais ne pas dépenser juste pour pouvoir satisfaire le moins disant, c'est un problème. Le marché public doit aller vers le mieux disant. Le mieux disant, c'est celui-là qui allie le prix et la qualité. Lui, il est le mieux disant. Le moins disant, c'est un problème. Donc, il faut aller toujours vers le mieux disant. Il faut l'économie, mais il faut l'efficacité des marchés publics. Ok? Donc, une fois que cela est fait avec classement, il faut passer à la notification. La transparence de la procédure. Il faut notifier à tout le monde ce qui s'est passé. Oui, on a évalué, mais à l'issue de l'évaluation, vous n'êtes pas retenu. Mais vous avez une période de temps pour vos réclamations si vous n'êtes pas. Ça, c'est que passé ce délai, le marché sera attribué. Il est informé. Vous n'êtes pas retenu, mais vous avez le temps de vos réclamations. Jusqu'à tel. Mais passé ce délai, sachez que le marché sera attribué. Alors vous dites, oui, à l'issue de l'évaluation, vous êtes retenu. Mais il y a une période, de telle période à telle période, nous attendons. S'il n'y a pas de réclamation, on va vous appeler pour des négociations ou pour la suite de la procédure. Lui aussi, il sait qu'il ne va pas vous embêter tant que la période-là n'arrive pas. Ainsi, c'est clair pour tout le monde. Puis, après que le délai est passé, vous appelez celui qui a eu le marché. Vous allez voir s'il faut négocier avec lui. Si vous pensez que c'est raisonnable, lorsqu'on fait un bon plan de passation de marché, lorsqu'on fait un bon budget, c'est-à-dire qu'on est censé avoir une situation confortable. Mais lorsque ceux qui rédigent le cahier de charge, les spécificités fonctionnelles et la budgétisation font des erreurs, souvent on est amené à avoir des offres qui sont largement supérieures au budget prévisionnel. Ce qui fait que le marché, on ne pourra pas l'attribuer. Et la seule alternative pour un bailleur, c'est de dire, écoutez, le budget prévisionnel est largement inférieur aux offres. Vous le signifiez, c'est pas vous compliquez pas la vie. Ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a dit. Parce que derrière, on a fait un mauvais travail autour du cahier de charge et de la budgétisation. Ok? Puis, lorsque c'est attribué, vous négociez avec lui et voir. Si maintenant, par exemple au niveau des consultants, avec le premier, comme le prix n'est pas mentionné, personne ne connaît c'est quoi le budget, ça c'est un secret à l'interne, ce qui fait que souvent le passeur de marché et le coordinateur sont souvent les deux qui travaillent autour du budget. Parce que ça c'est souvent confidentiel. On ne publie pas aux autres. Maintenant, ce qui arrive, c'est que même les membres de l'équipe de coordination, ce n'est pas tous qui ont accès aux données là. Pour limiter les risques de divulgation du secret du budget prévisionnel lié à telle activité, lié à telle autre activité. Donc, on essaie de le faire sous cet angle. Maintenant, une fois pour le consultant, il vient, vous négociez avec lui. Si ce qu'il demande est plus élevé que ce que vous avez prévu, vous passez au deuxième, puis vous passez au troisième. Si tous ça ne tient pas, vous êtes amené à reprendre ce que vous avez sous-évalué. Okay? Ou bien ils se sont entendus sur votre dos pour dire mettons la barre très haut. Parce que c'est de la prestation intellectuelle. On ne peut pas le quantifier en réalité. Maintenant, pour ce qui est des travaux ou des équipements, là aussi vous négociez. Vous dites, ah, on veut ça, on veut ça. Si le premier, c'est bon, vous avez de la chance. Si c'est pas bon, vous avez de la malchance. Parce que lui, c'est lui, à lui on a attribué le marché. Vous l'avez fait une lettre de notification pour dire c'est lui.
Vous avez fait une lettre aux autres pour dire que c'est pas eux. C'est différent quand c'est un consultant individuel. Les travaux, celui à qui on a attribué le marché, il faut négocier avec lui. Vous avez budgétisé et puis c'est parfait. Mais si les offres sont supérieures au budget prévisionnel, dites que vous ne pouvez pas attribuer le marché. Une fois que vous avez attribué le marché, alors il faut être très puissant pour sortir des arguments empêchant d'attribuer à celui qui a gagné le marché. Parce que vous avez mis, on estime que vous avez mis tous les filtrages pour que ce soit le meilleur qui soit sélectionné. Donc il est le meilleur. Et pour rien au monde, un autre ne doit avoir le marché si ce n'est pas lui. La seule alternative que vous avez, c'est de reprendre la procédure. Okay? Par rapport pour ce qui est du consultant, c'est différent. Là, vous appelez le premier, vous négociez avec lui. Si ce n'est pas parfait, vous passez au second. Si ce n'est pas parfait, vous passez au troisième. Quelle que soit la malchance, parfois, vous avez la possibilité de vous entendre avec un avocat. Okay? Puis, vous passez à la signature des contrats. Il faut faire enregistrer les contrats. Ça permet de vérifier est-ce qu'il est en règle vis-à-vis des impôts et tout ce qui s'en suit. Puis, vous passez à la signature du contrat, on fait enregistrer le contrat aux impôts, ainsi de suite. Puis, on passe à l'exécution, au suivi, à l'intégration des contrats. Il s'est engagé à faire un bâtiment en 6 mois, et il faut le suivre. Mais là aussi, il y a une planification opérationnelle par rapport à l'activité de construction. D'abord, vous lancez le démarrage, et pour aller vers le démarrage, les bailleurs permettent de donner l'avance de démarrage des travaux. C'est vous maintenant le responsable. Si ça retarde, ce n'est plus lui, c'est vous. Et si ça retarde de trop, il peut demander des dommages, il peut incidenter le retard. Dire, ah, on m'a attribué le marché, mais on me retarde. Ce qui fait que les prix, ce n'est plus les prix qu'on avait avant. Maintenant, les prix ont grimpé. C'est une difficulté majeure que les projets de développement ont en Guinée. Parce que il y a un facteur autour duquel les gens refusent de travailler. Un représentant de la Banque islamique de développement qui travaille en Guinée a une obligation de résultat par rapport à son poste. Toi, passeur de marché ou coordinateur d'un projet, tu as une obligation de résultat. Chacun de vous court vers des résultats. Maintenant, tu envoies un dossier, tu restes les bras croisés, tu dis on attend. Tu attends qui? Tu as un délai, tu as un timing, tu as un processus à dérouler. Il faut mettre la pression sur celui-là avec des éléments de preuve. Les mails et les correspondances écrites, il faut le bousculer pour qu'il accélère ton dossier. Mais on attend les autres. Les autres là aussi vous attendent. C'est ce qui se passe souvent avec... Mais derrière, il y a une difficulté. L'autre difficulté, c'est le fait que ceux qui sont acteurs souvent, la Guinée a eu une tendance de dire qu'il faut prendre des fonctionnaires de l'administration pour les mettre coordinateurs de projet. Le fonctionnaire qui était là, qui n'était pas traité sur le plan salarial correctement, se retrouve dans un projet où il a 1000, 1500 ou 2000 $ de points. Alors, il s'est dit, il faut laisser l'affaire là à perpétuité. Il s'assoit, il croise les bras, il dit non, comme tant que le projet là va continuer, lui, il va percevoir, il n'est jamais pressé. Alors que le projet, c'est le délai. Et qui fait qu'arrivé à un certain moment, on dit non, la date est arrivée, il faut clôturer le projet. Maintenant on se précipite, on lance tout et puis finalement on aboutit à rien. Donc c'est un problème sur lequel ça doit travailler. Et puis, sachez que le représentant de la Banque islamique ou le représentant de la Banque mondiale qui est là, qui gère votre dossier au niveau de la direction pays, la représentation pays, a une obligation de résultat. Il a intérêt à ce que ça marche. Donc si vous, Guinéens, vous croisez les bras, vous le laissez faire, c'est vous qui savez. C'est un Malien, c'est un Burkinabé, c'est un Sénégalais. Ce qui n'est pas possible chez eux, ça ne doit pas être possible chez nous. Pourquoi? Mais parfois on fait du laxisme, on les laisse, on dit non, c'est... Ok.
Donc c'est ainsi. Pour les travaux de génie civil, on a donné par exemple les avances de démarrage. Pour les équipements, il faut les avances de démarrage avec des dates de démarrage officialisées. L'autre paramètre, c'est que le projet, ce sont les preuves. Les preuves, ce sont les écrits. S'il n'y a pas d'écrit par rapport à ce que vous faites, c'est des problèmes. Tout ce que vous faites dans le projet, faites en sorte qu'il y ait des preuves. Donnez la traçabilité de ce que vous êtes en train de faire. On ne peut pas faire une réunion, ne pas avoir un PV et dire qu'on a fait une réunion. On a fait une retrouvaille. La réunion a toujours des PV. Ou un PV. Donc toutes les activités des projets doivent être documentées. On doit avoir des éléments de preuve là-dessus. Ce qui permet d'avancer. Okay. Puis, dans l'avance de démarrage, là, vous devez être très vigilant, surtout le passeur de marché, par exemple. Le passeur de marché doit être capable d'évaluer entre ce qui a été décaissé et le travail, quel est le pourcentage, quelle est la proportionnalité des pourcentages. Est-ce que c'est proportionnel au montant décaissé? Le pourcentage d'exécution est proportionnel au pourcentage du montant décaissé. C'est parfait. À défaut, il faut l'exiger. Ne donnez pas une deuxième tranche. Il n'a pas droit à une deuxième tranche s'il ne fait pas le premier travail. Ça, c'est le bailleur qui l'exige. Et c'est ce que l'État aussi doit exiger. Difficulté parce qu'on a le budget national, donc on essaie, il faut l'utiliser, après on va justifier comment on l'a utilisé. C'est un paramètre. Donc, ainsi, on suit l'exécution des contrats jusqu'à terme et on passe, par exemple, si ce sont des équipements, il faudrait que les équipements soient réceptionnés. Dans le cas, dans le DAO, vous l'avez dit que les équipements doivent être déposés à Télémédé. Lui, il envoie les équipements à Conakry, il dit il a envoyé à Guinée, c'est fini. Non, parce que vous n'avez pas dit que lieu de dépôt des équipements sur site à Télémédé. S'il ne fait pas, il envoie à Conakry, c'est pour lui il a envoyé, c'est pas pour nous. S'il y a des problèmes là-bas, c'est lui qui est le seul responsable. La communauté ou la localité ne doit pas engager des fonds pour récupérer un équipement qui devait être déposé à Télémédé, que le fournisseur a déposé à Conakry. Le poursuivez. Ah, tu sais, on a trouvé qu'il fallait faciliter, c'est pourquoi on a pris dans le budget préfectoral pour lui faciliter la tâche. Vous avez besoin d'équipements sur site, il n'a qu'à envoyer sur site. Et lorsqu'il envoie les équipements, il y a toujours une commission de réception qui vérifie la conformité entre les dossiers que vous avez dit, dossiers d'agrément, et ce qui est sur place. Ils ont mis des cartons vides remplis de quelque chose, ils ont emballé tout ça, ils ont envoyé, c'est ce qu'ils ont envoyé. Et vous avez reçu, vous avez validé. Ils sont partis. Vous n'avez pas pris soin d'ouvrir avec une commission où on dresse un PV de réception. Il faut toujours un PV de réception de ce que vous avez comme équipement ou travaux. Et là aussi, il faut des techniciens qui doivent se retrouver pour vérifier ce qui est déclaré. Est-ce que c'est ça? L'ordinateur qu'il a envoyé, est-ce que c'est le disque dur est à 1 Tera? Est-ce que la RAM est de 16 gigas? Il faut l'allumer et vérifier. Ah, on a dit ordinateur. Ordinateur est sur la table. Mais ce n'est pas n'importe quel ordinateur on a demandé. Donc il faut une commission capable d'évaluer cet ensemble à la réception aussi. Et cette commission va faire un PV de réception, un rapport de réception. Le PV doit engager tous ceux qui ont assisté à la réception. Le rapport engage le président de la science et le rapporteur. Très souvent, c'est le passeur de marché qui est rapporteur. Si c'est à installer, il va falloir qu'il installe. Mais dans le DAO, vous l'avez dit que les équipements sont à déposer sur site et à installer, à former les gens à l'utilisation de l'équipement. Vous ne recevez pas les équipements tant qu'il ne fait pas ça. Vous avez fait une réception provisoire.
Après, il a monté tout, vous faites une réception technique pour vérifier est-ce que c'est parfait. Quand vous l'expérimentez plus, il a formé les gens, vous faites, après une année, vous faites une réception définitive des équipements. Si c'est l'immobilier, la même chose. Pendant ce temps, vous ne payez pas le tout, vous gardez toujours une retenue. Lorsque c'est des travaux, par exemple, il a fait le travail et au bout d'une année, on doit revenir voir. Donc il faut garder un peu parce que peut-être il y a une couche de peinture, parce que vous utilisez le coin. Vous prenez soin de ne pas lui faire du tort. Ça c'est l'intégrité, ça c'est le management. Il ne faut pas qu'il fasse une bonne peinture et que vous laissez les enfants venir salir. Ça c'est autre chose. Mais la fraîcheur gâtée, tout ça. Donc vous gardez toujours un montant pour qu'à la réception définitive, tout ce qui n'est pas bien, que vous puissiez le refaire. Que si lui, il ne vient pas le refaire, qu'il y ait un fonds quelque part qu'on peut prendre et refaire. On ne va pas payer l'intégralité du montant à l'entrepreneur ou au solutionnaire sans laisser des garanties. Donc, si c'est les travaux, c'est comme ça. Si c'est les équipements aussi, il faut aller vers la réception définitive. Tant que vous ne faites pas la réception définitive, il y a sa part de responsabilité. Il y a une partie du montant qui restera dans le cadre des retenues, qui éventuellement vous permettront de vous aider en cas d'anomalie de faire le travail. Donc ainsi, vous avez fait une bonne procédure de passation des marchés publics, et à l'issue de ça, vous pouvez faire l'attestation de bonne fin. Okay. Ainsi, en gros, c'est ce qu'on peut avoir comme procédure et directive procédurale autour de la passation. Maintenant, il y a d'autres éléments qui peuvent intervenir, mais en gros, je pense que si l'on réussit à prendre ça, on se met à l'abri de beaucoup de choses. Ok? Je compte. Oui, en fait, ça, merci pour. C'est à l'autre arrivé au niveau de l'office de délégation des marchés publics. Du respect des engagements contractuels des entreprises qui acquièrent les marchés publics. Alors, nous sommes en train de finaliser les TDR pour qu'il y ait un auto-audit des marchés publics, parce que ça relève des compétences de l'autorité de régulation des marchés publics. Je crois que cela est en cours. Les TDR sont faits, tout va être validé et on va se lancer dedans. Et ce qui a été dit là-bas, il y a même des entreprises qui refusent la réception provisoire de l'ouvrage. Et souvent, les personnes responsables des marchés publics refusent aussi de signer les documents. Et il y a beaucoup de situations là qui sont pendantes devant les juridictions de notre pays. Des chefs d'entreprise indélicats. Mais ça dépend de la manière dont ces individus acquièrent des marchés publics. Donc souvent, quand ce n'est pas transparent, vous vous retrouvez dans le procès. Donc, le chemin est... en fait, c'est pas plus tard que mercredi, on était dans le CRDS, là, le comité de règlement des différends et des sanctions, pour une œuvre intellectuelle. On a voulu éliminer quelqu'un, alors que, suivant l'article 34 du Code des marchés publics, on voudrait que tous ceux qui ont compétit, qu'on leur envoie la demande de proposition. Mais on refuse d'envoyer la demande de proposition à un cabinet. Et on dit au cabinet que le cabinet n'a pas été retenu. Le cabinet a saisi le CRD de l'autorité et on a débouté la Société nationale des chemins de fer de Guinée. Et la Société des chemins de fer de Guinée a été mise en demeure de lancer un autre appel à candidature. Malgré l'opposition de la direction générale du contrôle des marchés publics, on a visé l'article 34 du Code des marchés publics. Et qui voudrait que, franchement, qu'il y ait l'égalité de traitement entre les candidats au marché public. Donc la Société nationale des chemins de fer va reprendre un appel à candidature et les gens vont compétir. Il y va de la crédibilité des hommes et des femmes qui animent des institutions de ce genre. Il faut que chacun joue sa partition. Donc, en fait, c'est assez clair sur ce qui a été aligné là-bas. Mais en tout cas, le peu de temps qu'on va passer là-bas, on va essayer de clarifier les choses. C'est pourquoi on a décidé même de venir ici, parce qu'il faut qu'on soit avec les acteurs
On refuse d'être des bureaucrates, quoi. Nous sommes avant tout journalistes, acteurs de la société civile. Donc on s'en fout du confort. Tu sais, nous, les là, on aime le terrain, sur le terrain. Va être opérationnel. Merci.